Bonjour, alors de nouveau la vidéo sur l'histoire, vu que j'ai oublié de l'enregistrer tout à l'heure quand on a fait la classe virtuelle. Je vous refais un rapide résumé de ce qu'on a dit pendant la leçon, et pour ceux qui n'étaient pas là, comme ça leur servira de rappel aussi. Donc on parle de François Ier qui est un roi mécène, et on va voir ce que ça veut dire être mécène. Donc François Ier monte sur le trône de France en 1515 à l'âge de 20 ans. On se souvient, c'est un lointain cousin de l'ancien roi, et donc il fait toujours partie de la famille des Valois. À ce moment-là, il n'y a pas de guerre, le royaume de France est en paix. Donc François Ier veut récupérer ce qu'il considère comme son héritage, c'est-à-dire que ses parents ou ses ancêtres auraient dû avoir. Donc il part en fait à la conquête du duché de Milan. Et donc avec 40 000 soldats, il va s'approcher de la ville de Milan. Donc Milan, je vous rappelle, c'est en Italie, c'est ici. Donc il y a une bataille qui a lieu en 1515 à Mérignan, juste à côté de Milan. Une bataille que François Ier va remporter. Et en Italie, François Ier va rencontrer un Milanais très célèbre qui s'appelle Léonard de Vinci, notamment connu pour avoir peint la Joconde, son plus célèbre tableau qui est exposé au Louvre à Paris. C'est un Italien qui a de nombreuses casquettes. Il est peintre, scientifique, sculpteur, ingénieur, architecte, écrivain, poète et musicien. Et ils vont devenir si proches, Léonard de Vinci et François Ier, que François Ier va l'inviter à venir en France. Et il va installer Léonard de Vinci juste à côté du château d'Amboise pour qu'il puisse travailler. Donc le château d'Amboise, c'est celui-ci. On avait vu dans la vidéo du C'est pas sorcier que c'était une des demeures des rois de France. Et donc François Ier aurait même fait creuser un tunnel entre son château et le manoir pour pouvoir rendre visite à son ami aussi souvent que possible. Donc pendant ce qu'on appelle la Renaissance, François Ier et d'autres nobles construisent de nombreux châteaux qui sont les fameux châteaux de la Loire. La Loire, on se rappelle, c'est ce grand fleuve ici qui passe. Et vous avez les emplacements de certains châteaux comme Chambord, Blois, Chenonceau, Amboise, etc. Il y en a énormément. Et c'est le château de Chambord qui est le plus représentatif de la Renaissance. On le voit grâce à ses nombreuses fenêtres, ses grandes cheminées, cette façade toute blanche. On est vraiment dans un château d'apparat, un château de décoration entouré de pelouses et de jardins bien entretenus. En 1521, François Ier veut combattre à nouveau les royaumes italiens, puisque ceux-ci essayent de reprendre le duché de Milan. Et il pense qu'il va réussir de nouveau à gagner. Mais malheureusement, lors de la bataille de Pavie, juste à côté, c'est une sévère défaite et François Ier est fait prisonnier. Pour le libérer, les Italiens vont l'obliger à rendre toutes ses conquêtes. Donc toutes les guerres d'Italie n'auront pas réussi à faire agrandir le royaume de France. Mais par contre, grâce à ça, on a la Renaissance qui s'est installée durablement. Et François Ier adore l'art. Et donc il va inviter beaucoup d'artistes en les invitant à la cour. Et c'est pour ça que c'est un mécène. Un mécène est quelqu'un qui va soutenir un artiste, un ou plusieurs artistes, et lui donner les moyens de se faire connaître, en lui faisant de la publicité, en le présentant à des gens importants, en l'aidant financièrement. C'est à cette époque également que va naître l'imprimerie, inventée par Johannes Gutenberg. François Ier va fonder une imprimerie royale en 1531. Et donc tous les textes écrits à cette période qui vont parler de l'humanisme et de la Renaissance vont pouvoir se diffuser très largement. Et François Ier va imposer le français comme langue officielle de l'administration en 1539. Voilà, c'est l'ordonnance de Villers-Cotterêts qu'elle s'appelle. Voilà. Avant, tout était en latin et maintenant tout va être en français. Le français est une langue qui va se transmettre par écrit. En même temps, c'est à cette époque qu'il y a les grandes conquêtes de territoire, avec le plus célèbre, Christophe Colomb, qui en 1492, date qui, je vous le rappelle, marque la fin du Moyen-Âge et le début des temps modernes. Donc la découverte de l'Amérique en 1492. Mais il y a aussi l'Espagne, le Portugal et la France qui vont installer des colonies en Afrique et en Asie. Voilà, ce qu'on a dit, la colonie c'est occupée et administrée par une nation, donc par exemple pour nous la France, mais qui n'est pas dans ses frontières, mais qui a des liens politiques et économiques étroits avec la métropole.
François Ier, lui, il a aussi envie d'avoir sa petite partie dans le Nouveau Monde. Le Nouveau Monde, c'est ce qu'on va découvrir, donc à savoir le continent américain, mais aussi l'Australie. Et donc, il fait appel au navigateur Jacques Cartier pour y aller. Et il va découvrir le Canada. On a ici un rappel des différents voyages, donc avec Christophe Colomb qui part d'Espagne et qui va aller jusqu'aux Antilles, Vasco de Gama qui part également d'Espagne et qui va contourner l'Afrique pour se rendre en Inde, et Magellan qui va partir d'Europe, passer au sud de l'Amérique du Sud pour faire le premier tour du monde en bateau, prouvant ainsi que la Terre est bien ronde. Donc la France va installer des colonies en Amérique du Nord et que ces colonies vont s'appeler la Nouvelle-France, avant de s'appeler plus tard le Québec. Et on va s'enrichir grâce à ce territoire, on va découvrir de nouvelles choses et on va gagner en puissance. On a étendu un petit peu le royaume de France et surtout on montre qu'on a une puissance très importante. Voilà, c'était un résumé très très rapide de ce qu'on a dit, mais ça devrait vous permettre de rafraîchir la mémoire et de compléter la leçon, de répondre aux questions sans trop de problèmes. Et voilà.